Bien, alors bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette émission Patrimoine et Culture organisée par Consistoire israélite du Bas-Rhin et par Yoav Rossano, sans qui rien de ce qui se fait ici n'existerait. Donc, encore une fois, bonjour et merci Yoav. Merci à Donc, toi. on a le grand plaisir vraiment aujourd'hui nous allons avoir le grand plaisir de discuter avec Roger Torgman et Michael Yankou, qui sont à l'origine d'un hors-série du Midi Libre consacré aux Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue. Alors, je vais vous montrer, je ne suis pas sûre qu'on va arriver à faire un partage d'écran, donc je vous le montre tout de suite. Voilà le numéro hors-série du Midi Libre, Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue. Un ouvrage, enfin une revue, hein, c'est sous forme de revue, extrêmement documenté, extrêmement bien fait, illustré, très intéressant, dont le but est de faire découvrir et connaître au grand public l'histoire plus que millénaire, comme vous l'avez écrit, des Juifs d'Occitanie, donc de toute une région. Est-ce que, Yoav, on peut mettre la photo de la région en partage d'écran? Alors, on n'a pas de photos prévues. Bon, alors, d'accord. Mais moi, pareil, aujourd'hui, je suis mobile. D'accord. Bon, en gros, c'est le sud-ouest. Hein. Voilà, c'est Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Aveyron, l'Aude. Enfin, c'est bon. En fait, tu vas montrer ça, non? Voilà, il y avait. Oui, c'est ça. Il y a toute une carte qui est très bien faite dans la revue. Qui montre au niveau géographique ce que ça signifie. Donc, moi, je vais d'abord présenter nos deux invités, hein, à qui je vais laisser la parole, c'est largement. Alors, d'abord, Michael Yankou, vous êtes docteur en histoire, vous êtes directeur de l'Institut universitaire Maïmonide à Averroès, qui est basé à Montpellier, c'est bien ça, Michael? Oui, tout à fait. Vous êtes là, qui a été créé en 2000, et vous nous parlerez de cet institut aussi après. Vous avez été maître de conf à l'université de Cluj en Roumanie, et vous êtes chercheur associé au CRISES, je ne sais pas, au centre de recherche, à Montpellier 3 en tous les cas. Tout à fait. Voilà, et l'auteur de plusieurs livres, notamment Spoliation, déportation, résistance des Juifs à Montpellier et dans l'Hérault, ou Vichy et les Juifs, l'exemple de l'Hérault. Donc, autant dire que vous êtes le spécialiste de l'histoire des Juifs de cette région. Et vous avez on vous a décerné le prix Georges Frêche, en tout cas par l'Université Sud de France. Voilà. Donc, Michael Yankou, et cette revue n'aurait pas pu n'aurait pas pu être réalisée sans, il me semble que c'est à l'initiative de Roger Torgman, qui est également avec nous. Roger Torgman, donc, vous êtes le vice-président du consistoire israélite de Montpellier, c'est bien cela? Et vous êtes à l'origine, donc, et vous êtes l'instigateur de ce hors-série, et qui en fait résulte d'une rencontre, hein, n'est-ce pas, que vous avez eue. Alors, racontez-nous juste comment est née l'idée de ce hors-série du Midi Libre, et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Parfait. Alors, juste, si vous me permettez, avant de répondre à votre question, je voulais simplement dire quelques mots parce que je suis très, très heureux, très honoré de cette émission. Très honoré parce que, bon, Strasbourg est une communauté juive emblématique, exemplaire à plein d'égards. Bon, vous avez une activité débordante, vous avez produit des personnalités qui ont marqué l'histoire du judaïsme de France, des grands rabbins. Voilà, Joseph Citruc est passé chez vous, les grands rabbins Hirschler, Deutsch, Warszawski, des grands intellectuels, voilà, André René Neher, et puis également des grands dirigeants communautaires comme Janine El-Koubi et puis bien évidemment Jean Kahn. Donc ça, c'est déjà un premier honneur. Et puis, merci. Voilà. Merci. Et puis après, c'est vrai, je le dis en toute sincérité. Et puis après, une émotion particulière parce qu'il se trouve que j'ai eu le bonheur de passer 8 ans à Strasbourg, il y a un certain temps, dans les années 80-90, et que de faire cette émission me rappelle des souvenirs très émouvants dans cette communauté où j'ai gardé encore, vous voyez, 30 ans après, d'excellents amis, ce qui illustre les valeurs de fidélité que l'on reconnaît volontiers aux Alsaciens. Voilà. Alors maintenant, je réponds à votre question. Merci.
Merci. Merci. Hein. Non, mais, merci. Ça fait plaisir. C'est tout à fait sincère, c'est le cœur qui s'exprime. Donc, effectivement, ce projet, comme très souvent, il est né d'une rencontre. Bon, il se trouve que moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez IBM, où à un moment donné, j'ai occupé des postes de directeur de la communication du site IBM de Montpellier. Donc, je connaissais bien les journalistes, les gens de la communication. Et en début d'année 2020, à l'occasion de vœux de la métropole, j'ai rencontré Philippe Palade, qui était, à l'époque où je l'ai connu, rédacteur en chef de Midi Libre. Et puis, à cette occasion, donc, Philippe Palade m'informe qu'il n'est plus en fait en charge de la rédaction et qu'il s'occupe du pôle magazine. Et à ce titre, il ajoute que récemment, ils avaient sorti un hors-série consacré au peintre Pierre Soulages. Et de là, c'est je dirais, une révélation qui a fait tout de suite sens dans mon esprit. Et je me suis dit, mais il y aurait vraiment matière à faire un hors-série consacré à l'histoire des Juifs d'Occitanie. Et donc, je lui en fais immédiatement la proposition. Et voilà. Et le projet a démarré comme cela et a abouti 9 mois après, vous voyez, comme une gestation au hors-série dont on parle aujourd'hui. D'accord. Alors, merci Roger. Donc, Michael Yankou, est-ce que vous voulez bien vous-même nous raconter comment est-ce que vous avez déterminé qu'est-ce que vous alliez mettre en avant. Votre ouvrage est extrêmement riche, avec une large part, notamment sur la ville de Montpellier, là où pas où tout a commencé, mais presque, puisqu'on a découvert, on a des preuves du vécu des Juifs, enfin en tout cas de la présence de Juifs à Montpellier depuis le 7e siècle. Et non, depuis le XIIe siècle. Alors, racontez-nous aussi ce qui a été découvert dans ces dernières années. Je vous laisse la parole concernant Montpellier. Oui, effectivement, comme le soulignait Roger, l'histoire des Juifs d'Occitanie est méconnue. Elle est glorieuse et méconnue. Elle se confond avec la transmission du savoir. L'Occitanie a été une terre fertile de rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe et nos Juifs ont été des passeurs de culture entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale. Il y a une présence qui est attestée dès le 7e siècle, les années 600, avec la découverte d'une pierre tombale à Narbonne qui désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts. C'est un texte à épigraphie latine qui se termine par 3 mots hébreux, Shalom à l'Israël, ce qui démontre une présence juive très haut dans le temps. Charlemagne en personne atteste d'une royauté juive à Narbonne. Les assises du judaïsme français sont à chercher entre Arles et Narbonne, donc entre Provence-Languedoc. Et effectivement, ces juifs qui sont là très tôt dans le temps s'adonnent plutôt à la pratique thoraïque. C'est un judaïsme assez rigoriste. Et au début du XIIe siècle, ils vont voir arriver une vague impressionnante de juifs andalous fuyant les persécutions almohades, des juifs très intellectualisés, des philologues, des médecins, des commerçants, des érudits, et de nombreux lignages vont s'établir dans de nombreuses localités, les Kimri à Narbonne, avec David, le prince des Grammairiens, la famille des Thibonnes, en Yehuda, qui vient de Grenade, dont le fils traduira à Lunel le Moré Nevuchim, le guide des perplexes, le guide des égarés de Maïmonide. Montpellier est une ville aussi très importante qui est consignée, comme ses voisines, dans le Sefer Massaot de Benjamin de Tudel, qui narre dans son carnet de route qu'il a côtoyé bon nombre de communautés juives florissantes. Et il parle effectivement de Montpellier, une ville où il y a de riches commerçants, où les Juifs ont le monopole des soieries et des étoffes, où ils jouent un rôle important en matière philologique et médicale. Alors, si Montpellier est ce qu'elle est aujourd'hui, elle le doit à son université, et à l'origine, ce sont des rencontres judéo-chrétiennes autour du savoir, autour de la médecine judéo-arabe. Donc effectivement, nous voulions mettre en avant, pas seulement il y avait des Juifs ici il y a longtemps, et d'ailleurs, nous, en hébreu, c'eût été assez, mettre en avant que les assises du judaïsme français se trouvent dans le Midi et que c'est une histoire
glorieuse associée au savoir. La traduction du Moré Nevorim à Lunel, qui était une ville talmudique, les premiers bourgeons kabbalistiques qui émanent de l'Académie d'Abraham Ben David à Posquières, la plus ancienne pierre tombale qui se trouve à Narbonne, les Juifs qui jouent un rôle de passeurs de culture à Montpellier en philologie et en médecine. Tout ça, le grand public n'en savait que très peu de choses. Il n'y avait guère que les rabbanim, les chachamim, les historiens qui connaissaient cette noble destinée. Alors, comment expliquer l'éviction après l'expulsion des Juifs du Languedoc, hein, Oui, mais c'était un mouvement hexagonal d'expulsion des Juifs du Royaume de France par Philippe le Bel, et le Languedoc français va voir ces Juifs prendre le chemin de l'exil. Alors, ils trouveront refuge dans un premier temps en Espagne, en 1306, puis seront expulsés en 1492. Et il y aura tout un mouvement de retour et de réexpulsion jusqu'à celle de 1394, l'ultime par Charles VI, où là, les Juifs vont se réfugier dans le comte avenecin, qui est une enclave pontificale, Avignon, Cavaillon, Carpentras, l'Île-sur-la-Sorgue, où là, c'est aujourd'hui la France, mais jusqu'à la Révolution, c'était une enclave pontificale soumise à l'autorité du pape d'Avignon, où là, ils auront la vie sauve, mais ils seront frappés d'infamie dans le vêtement, dans l'habitat, et ils auront une vie assez triste. C'est ça, donc c'est ce que vous écrivez dans un des articles, qu'en fait le judaïsme occitan a connu son âge d'or entre le XIIe et XIIIe siècle, et où en fait leur vie et eux-mêmes ont prospéré, et la population juive arrivait jusqu'à combien dans certaines de ces villes au XIIIe siècle? À Montpellier, vous aviez près de 10% de la population, environ 1000 juifs pour 10-20 000 habitants. Vous aviez 20% de la population lunéloise qui était juive également. Donc la France, le royaume de France, l'Occitanie était très enjuivée dans le bon sens du terme. Et ces juifs n'habitaient pas ce que l'on appelait des ghettos. C'est un terme anachronique et impropre puisqu'il apparaît au XVIe à Venise, mais des quartiers à l'habitat judéo-chrétien mêlé. Et s'ils ne pouvaient être propriétaires, cultiver la terre, ils avaient quand même une relative liberté en comparaison avec d'autres régions euro-méditerranéennes. Donc, ils ne pouvaient pas cultiver la terre. Ça, c'était comme... Non, sauf certaines autorisations pour la confection de leur vin de loi dit cachère. C'est ça. Mais alors, si on veut comparer avec le judaïsme alsacien, puisque voilà, qui est également très ancien, où il y a également des attestations de la présence millénaire des Juifs dans la vallée du Rhin. La différence, en fait, ce qui semble lorsqu'on lit la revue, c'est que les Juifs étaient vraiment bien intégrés dans les villes, déjà dans les grosses bourgades. Voilà. Et il n'y a pas eu, l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas eu, comme en Alsace, de rupture avec un massacre important ou un pogrom, comme il y a eu en Alsace au XIVe siècle. Alors, il y a eu ici ou là des crispations, des tensions. Il y aura lors de la croisade des Albigeois par Simon de Montfort des persécutions de Juifs, où là, les représentants de la loi mosaïque iront se réfugier en Catalogne, à Olot. Donc, effectivement, pas de lecture apologétique des faits, mais somme toute, le Languedoc et notamment Montpellier ont été relativement tolérantes, en tout cas dans le haut Moyen-Âge, et ils ne le regretteront pas, puisque ces Juifs sont dépositaires d'une science exceptionnelle, philosophie aristotélicienne, médecine arabe médiévale, et ces cénacles de savants hébraïsants, arabisants, hellénisants vont mettre à profit les collectivités locales, les collectivités juives et les cités rencontrées de leur potentialité. Donc, il y aura une véritable effervescence intellectuelle, théologique, mystique, exégétique
un foisonnement, un bouillonnement spirituel, intellectuel assez remarquable. Et avec des échanges en fait féconds entre les différentes cultures. C'est ça la caractéristique, oui. N'est-ce pas? Ah oui, on aura par exemple des traductions à quatre mains entre le dernier du lignage Thiboni, Don Profiat, ou Profasius Julius, qui va traduire les œuvres de l'Antiquité, de l'arabe et de l'hébreu à l'occitan, et le chrétien Armand Goblet, Nouveau d'Arnaud de Villeneuve, les traduira de l'occitan au latin, et ainsi, par le truchement de la langue vernaculaire, on aura le passage d'œuvres importantes d'une langue à l'autre. C'est des entreprises assez importantes parce que je rappelle que nous sommes avant l'imprimerie, donc le travail de copiste, de traducteur est prééminent. Alors, il y a eu des découvertes de vestiges archéologiques remarquables ces dernières années, alors notamment à Montpellier, mais pas que. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu comment ces découvertes se sont faites et qu'est-ce que ça a représenté peut-être dans une reprise ou une reprise de conscience de l'importance de l'histoire des Juifs d'Occitanie? Alors, la pierre tombale de Narbonne était connue depuis fort longtemps, des historiens, des archéologues. La pierre tombale de Narbonne. Oui, du XVIIe siècle. Pour ce qui est de Montpellier, au début des années 80, des historiens se sont penchés sur la noble et glorieuse histoire des Juifs de la montagne, Ir Ha'ar en hébreu, Ir HaKodesh, la ville du mont, la montagne de l'agitation, la montagne sainte. Et ils sont allés voir la municipalité pour enclencher un processus que le maire a suivi, Georges Frêche, et des fouilles ont été entreprises dans le quartier juif médiéval. Et pour le millénaire de la ville a pu être inauguré le mikvé de Montpellier, qui est l'un des plus anciens bains rituels juifs d'Europe, qui est toujours cachère, qui est toujours licite, qui est daté des 12e, 13e siècles, qui est un bijou de l'art roman, qui est l'un des deux plus anciens monuments religieux de la ville. Puis, par la suite, a germé dans l'esprit de Georges Frêche et René Samuel Sirac, ancien grand rabbin de France, l'idée de doter Montpellier d'une structure sur les études juives, l'Institut Maïmonide, dans une perspective plurielle, dialogue interreligieux. Et en 2008, a été acquis par la municipalité un autre trésor patrimonial, alors cette fois-ci non pas lapidaire mais livresque, le Marzor, recueil liturgique hébraïque pour les grandes fêtes de Tishri, qui est un ouvrage quasiment unique, puisqu'il n'est pas de l'ère séfarade, ni ashkénaze, ni tsarfate, du nord de la France, mais provençal, c'est-à-dire Provence-Languedoc quand on dit provençal, et qui renvoie aux grandes heures du judaïsme occitan, dont les souches les plus importantes sont ibériques. Oui, alors ça c'est le Marzor. Hein. Oui, c'est le Marzor. Le Marzor qui a été acheté lors d'une vente par Sotheby's, c'est ça? C'est ça. Il allait partir en Chine et voilà. L'archiviste a téléphoné à la mairie de Montpellier et alerté par cela, ils l'ont acquis pour quelques dizaines de milliers d'euros, mais Montpellier a récupéré un trésor livresque assez exceptionnel. Comment est-ce qu'on peut le voir actuellement? Il est exposé dans un musée? Il faut en faire la demande auprès des archives municipales à la médiathèque Émile Zola, sur demande, sur rendez-vous, oui. Donc il n'est pas exposé au musée d'histoire de Montpellier ou quelque chose comme ça? Non, il a été acquis par les archives. Il est effectivement dans les archives de Montpellier, avec d'autres manuscrits. Et donc, c'est un livre de prière de rite montpelliérain, c'est bien cela? Oui, c'est un livre de prière. Tout à fait, qui a été écrit par les Juifs au moment de leur exil dans le comte Avenessin, au moment de leur départ définitif, fin 14e, début 15e. Ah voilà, donc de leur départ définitif de la région. Montpellier. De la région de Montpellier, qui est française. Ils vont dans le comte Avenessin, qui est non française à l'époque, qui est papale. Et là, ils vont écrire un nouveau Marzor, un nouveau recueil liturgique. Puis ensuite, il voyagera beaucoup. On le retrouvera dans des bibliothèques italiennes, allemandes. Il va beaucoup voyager dans le vieux continent. Donc, lorsque les Juifs quittent au XVe siècle l'Occitanie, donc c'est l'effet d'un édit royal, n'est-ce pas, de Charles X, c'est bien ça? Alors, quand ils partent au XIVe, une première fois, c'est
Philippe le Bel en 1306, l'expulsion des Juifs de France. Et les dernières poches de Juifs vont être vidées, vont être séchées fin 14e par la dernière expulsion, c'est Charles VI en 1394. Et donc, ils vont dans le comte avenéssin, c'est-à-dire en Avignon, c'est bien ça? Oui, qui est aujourd'hui, c'est français depuis la Révolution, mais pendant des siècles, ce sera comme une principauté, ce sera une enclave pontificale non française soumise à l'autorité du pape. Où là, ils seront véritablement dans des ghettos que l'on appelle là-bas des carrières. Ils auront le chapeau pointu, l'étoile jaune, chapeau jaune, et ils n'auront pas la même liberté de penser et d'agir qu'en Languedoc. C'est ça. Alors, où se situe le cas particulier qui est très intéressant que vous racontez dans la revue de Lunel? Oui, Lunel est une ville très, très importante pour la mémoire hébraïque. C'était une ville de Talmud, d'exégèse, avec à sa tête le lignage des Meshulam. Et lors de l'exil des Juifs andalous, avec l'arrivée des Tibonides, ils vont solliciter les Andalous pour qu'ils les instruisent. Et notamment, Yosef Nathan Cohen désignera le fils Thibon, Samuel Thibon, pour qu'il traduise de l'arabe en hébreu le Moreh Nevuchim, le Dalalat al-Hayrin, qui était un traité arabe sur la forme, était un livre éminemment juif sur le fond, qui avait été écrit en arabe, mais avec des caractères hébreux, parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'écrire dans la langue du prophète. Et il va être traduit de l'arabe avec des lettres hébraïques, en hébreu avec des lettres hébraïques, de l'arabe en hébreu, en 1204, l'année même de la mort de Maïmonide. Il aura eu, Samuel Ibn Thibon, des contacts, des échanges épistolaires fréquents avec l'aigle de la synagogue, le médecin de Cordoue, Maïmonide, qui au soir de sa vie est à Fousta au Vieux-Caire. Et donc, effectivement, Lunel est associé au Talmud et est associé à la traduction du Guide des Égarés. Et la légende veut même que les Juifs aient fondé la ville. Et oui, Lunel, Yaréar, voulant édifier une nouvelle Jéricho. Yéricho, Yaréar, Lunel. Et il y a plusieurs personnalités juives et rabbiniques aussi qui sont originaires de Lunel, des commentateurs. Oui. Il y a régulièrement des Juifs israéliens ou new-yorkais, des Juifs pieux qui font une halte à Lunel parce qu'ils savent ce que Lunel représentait pour le judaïsme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Vous citez en fait, c'est très intéressant, vous citez en fait un récit de voyage dans la revue qui a été écrit en 1160, donc au XIIe siècle, par Benjamin de Tudel, qui était né en Navarre et qui était auteur d'un récit de voyage. Et en parlant de Lunel, il dit pour atteindre Lunel, où vit une communauté juive étudiant la Torah nuit et jour. Il vit aussi le rabbin Meshulam, le grand maître, entouré de ses 5 enfants, qui sont de grands savants, possédant une grande fortune. Alors, il égrène les noms de tous les rabbis et des enfants. Et il continue sa description. Et Rabbi Asher le pharisien, qui s'est détaché des affaires de ce monde, s'est attaché à l'étude de la Torah jour et nuit, jeûnant de jour, ne mangeant point de viande. C'est un très grand docteur en Talmud. Donc on voit une grande admiration et puis surtout une présence très, très religieuse, mais pas seulement, très érudite en fait. Comme c'est vous qui l'écrivez, c'était considéré comme une résidence de la Torah, Lunel, au XIIe siècle. Oui, une ville sainte de la Torah, une petite Jérusalem. Et la ville la plus importante en Languedoc pour la mémoire juive, c'est sans nul doute Lunel, même si aujourd'hui il ne subsiste... Voilà, qu'est-ce qui reste à Lunel aujourd'hui? Quasiment aucun vestige. On connaît l'emplacement du quartier juif, où on a, avec l'Institut Maïmonide, en tant que directeur de l'Institut Maïmonide, j'avais fait apposer un totem dans les années 2000. On suppose que l'hôtel de Bernice a été un hôtel particulier, a été édifié sur les restes synagogaux, sur les restes de l'ensemble synagogal médiéval. Mais on n'en est pas sûr à 100%. Et la municipalité ne cherche pas à mettre en valeur cet héritage juif qui fait partie de l'histoire de la cité?
Il y a une volonté qui est peut-être moins flagrante qu'à Montpellier. Nous avaient contactés justement là-dessus. On avait fait réaliser un totem. L'hôtel de Bernis appartient à des particuliers qui ne se sont pas opposés à des fouilles plus approfondies. Ah oui. Mais ça n'a jamais été plus loin. Il n'y a pas eu peut-être de motivation assez grande. C'était peut-être Oui. trop flou, pas assez de certitude. Ouais. À Montpellier, il y a eu une addition de facteurs. Il y a une addition de politiques volontaristes, des historiens, des archéologues, des politiques. Oui, d'ailleurs, c'est assez. Alors, effectivement, Lunel, là, je vois, ils ont apposé des plaques, en fait. Hein. Maintenant, pour Montpellier, ce que vous dites, la politique volontariste, elle était celle de Georges Frêche, n'est-ce pas, qui a été le maire emblématique de Montpellier pendant, je ne sais pas, 20 ou 30 ans. Il a été maire Oui. pendant vraiment des décennies. Et ça venait de lui, en fait. Et alors, je continue, c'est en parallèle d'une communauté juive actuelle, en tous les cas dans les dernières années, dans les 30 dernières années de Montpellier, qui est somme toute assez modeste. Oui, puisqu'aujourd'hui, vous avez 5000 juifs environ pour 240 000 habitants. Roger me dira plus précisément les chiffres. C'est une petite communauté au regard de ce qu'est devenu Montpellier, mais la communauté est très, très dynamique. Elle paraît plus grosse qu'elle n'est. Et la municipalité, depuis Georges Frêche, a une proximité étroite avec la collectivité juive. Georges Frêche était philosémite, était pro-sioniste. On lui doit la découverte du mikvé, la création d'une maison comment dirais-je, de la maison de Tibériade, une maison pour tous cachère. On lui doit effectivement énormément de réalisations pour le jumelage avec Tibériade, qui est uni à Montpellier par la mémoire de Maïmonide. Donc, oui. Effectivement, on a eu la chance d'avoir un grand ami du peuple juif, et sans lui, effectivement, rien n'eût été possible. C'était un juif de cœur et il connaissait l'histoire du peuple juif mieux que la plupart des juifs français. Oui, bon, mais effectivement, c'est un bel hommage à Georges Frêche. Et avant de parler peut-être aussi de la fracture liée à la Seconde Guerre mondiale, qui a décimé en fait la vivacité et de la présence juive dans la région, juste un petit mot sur je dis votre, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de la ville de Montpellier. Donc de Michael Delafosse, hein, qui a fait un édito dans votre revue, magnifique, je me permets de le dire, et dans lequel, en fait, il se replonge vraiment, il imagine le quartier de la Baralerie. Il imagine ce que ça avait pu être, donc, qui est quartier juif de Montpellier, n'est-ce pas? Enfin, c'est le quartier historique juif de Montpellier. Et en fait, il écrit il y a quelque chose de vertigineux à s'arrêter rue de la Barellerie et à essayer d'imaginer l'apparence médiévale des ruelles du mieux connu des quartiers juifs de notre ville au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, avant la vague d'expulsion qui allait frapper les communautés israélites partout en France. Et il imagine en fait cette foule de négociants faisant commerce de soie, des textiles, de rabbis, de prêteurs, de copistes, de médecins, d'artisans, que les travaux d'érudits et historiens nous ont mieux appris à connaître. Donc on voit une vraie volonté effectivement politique plus que de s'approprier, c'est-à-dire de revendiquer cette culture et cette histoire des Juifs, en l'occurrence de Montpellier, comme vraiment une histoire à part entière et aussi de rappeler ce qu'ils ont amené ce qu'ils ont amené à la région, à la ville, à la région, n'est-ce pas, et voilà, et ce que c'était avant. Oui, effectivement, Michael Delafosse, qui est professeur d'histoire-géographie de formation, qui a été l'adjoint de Georges Frêche et puis de son successeur Hélène Mandroux à la culture et au patrimoine, connaît bien le dossier, connaît bien cette histoire, et il a écrit une très très belle tribune. Il y a de nombreuses tribunes dans ce hors-série et on les doit pour beaucoup à Roger Torgmann, qui a obtenu effectivement de nombreuses interventions des politiques, pas moins de 22, il en dira
quelques mots tout à l'heure. Celle de Mickaël Delafosse est l'une des plus belles et plus pertinentes, sans nul doute, parce qu'il est professeur d'histoire géo. Oui, oui, il est sensible, donc il est sensible et sensibilisé à cette histoire-là. Alors, effectivement, merci, Mickaël, un peu comment dire, d'évoquer comment est-ce que les politiques ont reçu cette idée, et ça permet effectivement de demander à Roger Torgmann, lorsque vous avez donc vous avez envisagé ce projet, comment est-ce que ça a été reçu? Alors, bon, effectivement, j'aurais pu aussi compléter sur les objectifs que j'avais en tête quand j'ai proposé ce projet. Il y avait Oui. 3 objectifs majeurs. Il y avait un double objectif de transmission et un objectif de contribution à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, le double objectif de transmission, c'était, comme ça a été évoqué, premièrement, un objectif de transmission immédiate, c'est-à-dire faire connaître cette histoire, d'où le titre, hein, une histoire méconnue au grand public. Donc ça, c'était le premier objectif pour répondre, je dirais, un peu à l'injonction d'Elie Wiesel, hein, qui disait dans son livre Paroles d'étrangers, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif de transmission, c'était plus un objectif de transmission transgénérationnelle. Bon, si important dans la tradition juive, hein, tu enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et donc là, l'idée, c'était de dire, si on fait un ouvrage qui a un caractère, je dirais, non lié à l'actualité, qui est intemporel, on peut caresser le rêve qu'il soit effectivement conservé dans les bibliothèques des acquéreurs et que les générations futures puissent en prendre connaissance. Et le troisième objectif, c'était un objectif effectivement de contribution, la plus modeste soit-elle, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et cet objectif, effectivement, pour faire le lien avec les politiques, il s'inscrit dans une volonté de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui est très sensible à ce sujet et qui a, je dirais, qui a mis en pratique ce sentiment, cette sensibilité, et elle a effectivement décidé un vaste plan très concret de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec plusieurs volets, notamment de protection de la mémoire, d'éveil des consciences. Et c'est la raison pour laquelle vous citiez la tribune du maire, hein, Mickaël Delafosse, mais il y a également une très belle tribune de Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Ouais. Et comme l'évoquait Mickaël, effectivement, moi j'ai déployé pas mal d'énergie à mobiliser les politiques et toutes les collectivités territoriales autour de ce projet. Donc, et ce, sur l'ensemble du territoire de la région Occitanie. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez effectivement des tribunes du maire de Montpellier, mais également du maire de Toulouse, voilà, du président de la région Occitanie, du président du conseil départemental de l'Hérault, donc de Montpellier, et également du président du conseil départemental de Haute-Garonne, côté Toulouse. Au-delà de ces tribunes, effectivement, il y a pas moins de 22 collectivités territoriales qui ont soutenu le projet au travers de commandes en nombre d'exemplaires. Et ça, c'est un point intéressant parce que ces exemplaires, entre autres, vont être diffusés dans les établissements scolaires, collèges et lycées, qui est une cible très importante par rapport à ce plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, voilà. Donc, c'est un projet qui a suscité, qui continue à susciter, puisque voilà, aujourd'hui, c'en est une illustration. Hein, le hors-série est sorti fin novembre. Et bien évidemment, on continue les actions de promotion pour le faire connaître le plus largement possible. Et à cet égard, effectivement, dans le chat, quelqu'un a posé la question comment on peut se le procurer. Donc, je réponds par anticipation. J'ai envoyé le lien. Donc, pour votre information, on a mis en place une application de vente en ligne sur le site du consistoire de Montpellier, donc montpellier.consistoire.org, où vous pouvez commander le hors-série, hein, qui est proposé au prix de 6 € plus les frais d'envoi. Et vous pourrez ainsi, où que vous soyez en France et même à l'étranger, parce qu'on a
prévu la possibilité de le commander depuis l'étranger, de pouvoir effectivement vous le procurer. Merci beaucoup, Roger. Et effectivement, merci d'avoir mis en ligne, sur donc Converser, sur le chat, le lien pour pouvoir se procurer ce hors-série tout à fait passionnant. Et donc, effectivement, alors, est-ce que, juste encore une question sur les Juifs ou le judaïsme occitan, est-ce qu'il a une spécificité par rapport, alors on va demander à Michael Yankou, je ne le vois plus. Voilà. Et est-ce qu'il y a une spécificité du judaïsme occitan? Parce que ça serait finalement assez, je m'excuse, je continue juste ma pensée, ça serait assez, je ne vais pas dire amusant, mais on s'entend qu'il y ait une régionalisation des Juifs. Vous voyez, aujourd'hui, on puisse imaginer qu'il y avait un esprit régional, une identité régionale des Juifs, qui aujourd'hui n'existe plus tellement, sauf chez quelques anciens, notamment juifs alsaciens. Voilà, mais aujourd'hui, tout est mélangé. Oui, on peut parler de spécificité du judaïsme occitan comme du judaïsme alsacien, sauf qu'il a été, cette histoire a été écourtée alors qu'il y a une présence continue en Alsace-Lorraine. Ce n'est pas le cas en Languedoc, donc il a été écourté, mais les Juifs parlaient le judéo-occitan ou le judéo-provençal un peu plus loin, mais c'était quasiment la même langue. Ils participaient, ils jouaient de la musique, ils étaient musiciens, il y avait des troubadours juifs. Les assises du judaïsme français, c'est à chercher entre Arles et Narbonne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, je m'excuse, je vous interromps, ce que c'était les assises du judaïsme français? Quand est-ce que ça a eu lieu et quel était l'objectif, leur objectif? Non, quand je parle des assises du judaïsme français, c'est l'ancienneté du judaïsme français qui est la plus ancienne trace, c'est la lampe à huile retrouvée au plan d'Orgon, qui démontre une présence dès l'époque gallo-romaine, dès le 1er siècle de notre ère. Narbonne, Charlemagne parle d'une royauté juive. Donc, il y avait un roi des Juifs à Narbonne, en tout cas un grand dirigeant communautaire. Et donc, il y avait véritablement une histoire particulière, méconnue du grand public, qui est associée au savoir. C'était une histoire de tolérance. Voilà, tous ces éléments font que le judaïsme occitan, il y a une originalité du judaïsme occitan. Effectivement, il est différent de celui de Tzarfat, il est différent de celui d'Ashkénaz, et il est un peu différent de celui des Séfarades, même si beaucoup sont de souche ibérique. Oui, si je veux reformuler peut-être de façon plus simple, c'était peut-être l'idée de dire que les bases du judaïsme français sont effectivement à chercher, sont en Languedoc, si on veut le formuler plus simplement. Quoi. Exactement. Les racines. Les racines, tout à fait. D'accord. Oui, on peut parler d'Alsace-Lorraine et de midi de la France. Oui. Oui, qui ont été les Juifs. Le judaïsme français plonge ses racines dans ces deux régions principales, ces deux pôles. Oui. Ok. Nous allons juste un peu parler aussi de la grande fracture donc, qu'a été 39-45, avec 1939-45, avec en particulier, il y a eu plusieurs camps d'internement en fait dans la région. Oui, souvent oublié sur la carte du Tour de France de la mémoire, le camp d'Agde, de sinistres renommés. C'est un camp édifié pour les réfugiés de la guerre civile espagnole, va accueillir un nombre important de juifs étrangers, de juifs français au moment des rafles, des différentes rafles qu'il y aura. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'y a qu'un collège René Cassin, au nom d'ailleurs peu innocent, avec une plaque qui rappelle les tragiques événements de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, et notamment l'action de Sabina Zlatine, la monitrice des enfants réfugiés de l'Hérault. L'histoire a retenu l'épilogue douloureux d'Isieux dans l'Ain, mais il nous faut savoir que l'essentiel de la guerre, ces enfants, ces 44 enfants, l'ont passé dans l'Hérault. C'était la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault, entre Palavas, Les Flots et Campestre, dans notre département héroltais. Puis ensuite, département côtier trop accessible, trop visible, ils vont aller se réfugier dans l'Ain, où là, ils seront... Dans l'Ain, c'est-à-dire à Isieux, n'est-ce pas? À Isieux, un peu plus haut dans le centre de la France, où ils seront arrêtés par Klaus Barbie. Donc, c'est une histoire tragique qui est liée au camp d'Agde à Montpellier.
il y avait d'autres camps de l'anti-France, pour reprendre les termes de Serge Klarsfeld. Il y avait des camps, il y avait le Grand Site du Midi, avec les milles. En Provence, ça c'était en Provence, il y avait Rivesaltes, donc dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales. Noé, Recébédou, près de Toulouse. Voilà, c'était des camps d'internement, il n'y avait pas de chambre à gaz, de four crématoire. Il n'y en a pas eu sur l'espace hexagonal, sauf le Struthof en Alsace. Pardon. Et donc, vous faites bien de rappeler l'existence de ces camps d'internement français. De ces camps d'internement, et également, toute la région a été une terre de maquis, de résistance, et où surtout beaucoup de Juifs ont trouvé refuge pendant la guerre. Il y avait le maquis Bir Hakeim, et notre département, si on additionne les 300 juste parmi les nations du Midi-Pyrénées et les 170 et quelques de Languedoc-Roussillon, on a 500-600 juste parmi les nations en Occitanie, ce qui est beaucoup. Cela s'explique par la position géographique avec des reliefs. Ça s'explique également par l'humanité de nombreux protestants, gens du Midi, qui se sont souvenus qu'ils avaient été eux-mêmes persécutés lors des guerres de religion par les catholiques. Voilà, donc effectivement, on a un nombre important de Justes parmi les nations dans notre région et c'est une grande fierté. Les Cévennes, terre de refuge, la Vaunage dans le Gard entre Nîmes et Montpellier, terre de refuge. Beaucoup de gens d'église ont tendu la main à leurs frères aînés. Donc effectivement, Montpellier et ses voisines, la région, ont été des terres de tolérance et peut-être pas d'accueil par moment et de halte pour ces Juifs israélites, pour ces Israélites étrangers, apatrides et français, pourchassés par les nazis et le régime de l'État français de Vichy. C'est ça. Alors, la région... lorsqu'on parle, la région Occitanie en fait est vaste et il y a également donc les Midi-Pyrénées dont on a parlé un petit peu, c'est-à-dire la région de Toulouse. Et en fait, Toulouse c'est quand même une région assez différente et l'histoire des Juifs là-bas est elle-même différente. En l'occurrence, c'est une terre laïque, très laïque, républicaine. Et d'ailleurs, la tribune du maire de Toulouse est tout à fait dans cet état d'esprit. C'est assez particulier, enfin pas particulier, mais enfin c'est assez marrant quoi, de constater qu'effectivement, lorsqu'il parle de l'importance du travail que vous avez fait, il en parle comme d'un maire, enfin voilà, laïque et républicain et qui estime important de faire connaître l'histoire voilà, des Juifs d'Occitan. Alors, Toulouse, c'est une histoire tout à fait différente déjà par son vécu d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire présentement, la communauté juive de Toulouse, elle est beaucoup plus importante, il y a 20 000 personnes. Il y a eu évidemment les actes antisémites de Toulouse. Alors, est-ce que vous avez, je pense que ça a été volontaire dans lorsque vous avez fait ce hors-série, de ne pas s'attarder sur les actes antisémites. Oui, l'idée était de faire connaître l'histoire méconnue du judaïsme occitan, qui résulte, vous le disiez, donc finalement de l'addition de Midi-Pyrénées, Toulouse et Languedoc-Roussillon, c'est une région jeune. Pendant longtemps, il y avait Midi-Pyrénées, la région de Toulouse, et Languedoc-Roussillon, la région de Montpellier. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sorte de scission invisible dans le hors-série. L'histoire des Juifs de Toulouse est beaucoup plus lacrymale, tant à l'époque médiévale qu'à l'époque contemporaine, la Seconde Guerre mondiale, et a fortiori avec les Mohamed Merah et les tristes et la sauvagerie démontrée dans les années à la fin des années 2000, au début des années 2010. Donc on ne s'est pas attardé, oui, sur ce que tout le monde sait finalement, mais voilà, que les uns et les autres sachent qu'en touchant un juif, on touche à un Français, et que les Juifs sont consubstantiels de l'histoire de France, de l'histoire de l'Occitanie, de l'histoire de Toulouse, de l'histoire de Montpellier, nos ancêtres les Hébreux quelque part. Ça, la plupart des Français ne le savent pas, et
pensent que les Juifs restent, comme on le disait pendant la Seconde Guerre mondiale, une race inassimilable. Et non, les Juifs sont là en France depuis toujours. Et il est bon de le rappeler à l'heure de la résurgence du racisme, de l'antisémitisme, et à un moment où les Juifs sont à un tournant de leur histoire, où il y a un mal-être, où il y a beaucoup de départs, beaucoup d'aliotes. Est-ce que vous avez été soutenu et écouté par justement les communautés juives de la région? Oui, je vais laisser Roger répondre. Tout à fait, oui. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, ce projet, il est né à Montpellier et il est né dans un premier temps donc d'un partenariat entre le Consistoire de Montpellier et Midi Libre, qui est le quotidien régional qui couvre la partie est de la région Occitanie. Cela étant, on a bénéficié, je dirais, de plusieurs facteurs favorables. D'abord, c'est que, effectivement, il y a eu la fusion des régions et donc aujourd'hui, la région Occitanie résulte de la fusion des deux anciennes régions, Languedoc-Roussillon à l'est et Midi-Pyrénées à l'ouest. Et puis, d'un point de vue couverture média, il se trouve que le groupe La Dépêche, il y a quelques années, a racheté le groupe Midi Libre. Le groupe La Dépêche, c'est le titre majeur qui couvre l'ouest de la région, donc Toulouse et sa région. Et donc, par ce biais-là, on a pu finalement avoir un alignement des planètes et faire en sorte de pouvoir couvrir aussi bien au plan politique qu'au plan médiatique l'ensemble de la région Occitanie. Et de ce fait, on a effectivement pu associer l'ensemble des communautés juives correspondant à ce périmètre, à cette géographie. Sachant que, encore une fois, comme vous l'avez dit dès le départ, la matière première, on l'a eu grâce à Michael. Et c'est cette proximité que j'avais avec Michael Yankou, effectivement, qui a été aussi le détonateur de ce projet et qui a permis la réalisation, comme vous l'avez dit très justement, de ce projet. Mais du coup, bien évidemment, moi j'ai informé tous les homologues des communautés juives de la région, lesquels se sont associés au projet en commandant elles aussi toutes des exemplaires qu'elles ont diffusés à tous leurs membres. D'accord. Donc, ça a été vraiment un travail en commun. Voilà. Et dernier point, vous avez dû aussi observer que dans les tribunes, il y avait aussi une tribune qui avait été réservée au président de la communauté juive de Toulouse, bien évidemment Yves Bounand, eu égard à la taille et à la place qu'a cette communauté en France. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Et il y a aussi une très belle tribune du grand rabbin Chaim Corsia, hein, tout à fait, qui est aussi féru d'histoire. Yoav, hein, oui. Vous vouliez intervenir? Alors, moi, j'ai une petite question que je vais montrer ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien. C'est quoi? C'est dans la revue, ce que tu montres? Voilà. Michael, est-ce qu'on peut parler un peu de la cathédrale de Béziers? Oui, effectivement. Sur la cathédrale de Béziers, il y a la représentation sur la façade de deux femmes. Bien vu. L'une au on a chez nous aussi. Voilà, il y a deux femmes, l'une au port à gauche, je crois que c'est Ecclésia, l'une au port altier triomphant, c'est Ecclésia, et l'autre à droite, voûtée, les yeux bandés, c'est Synagoga. Oui. Alors cela équivaut à dire que la synagogue est aveugle de la vérité chrétienne. C'est démontrer que le Vérus Israël, le vrai peuple juif, c'est Ecclésia et non pas Synagoga. La déchéance du judaïsme qui a perdu sa terre originelle, qui erre de par les nations parce qu'ils n'ont pas reconnu la messianité du Christ. Et Ecclésia est triomphante. Elle est le vrai peuple juif. Le vrai Messie, c'est Jésus. Et les Juifs persistent dans l'erreur. Et on a la même représentation, je crois, à Strasbourg. Exact. Ouais. Avec le sceptre brisé en plus. Oui. Alors, là, je viens de trouver, je vous montre rapidement. Voilà, ça c'est pendant les travaux. Voilà, c'est à peu près pareil, oui. Tout à fait. Oui. On a cette constante de démontrer que ceux qui détiennent la vérité, c'est l'Église, c'est le vrai peuple juif. Ce n'est pas la synagogue. Voilà, là il y a une autre photo.
Exactement, voilà, aveugle de la vérité chrétienne. Est-ce que vous avez des autres présentations, on peut dire, antisémites ou anti-juifs dans des églises ou des cathédrales? Il y a d'autres exemples en Europe, oui, en Allemagne. Mais chez vous? Chez nous, à ma connaissance, non. On a en art, mais là, c'est en Provence, la représentation, mais qui n'est pas anti-juive, de juifs enchaînés. Ce sont les esclaves d'Égypte. Mais de telles manifestations d'anti-judaïsme dans la pierre, non, à ma connaissance, non. Je crois que c'est la seule à vérifier. Et moi, j'ai encore une question. Est-ce qu'il existe une route du patrimoine juif provençal ou une route du patrimoine juif occitan, puisque vous parlez beaucoup aussi de Perpignan, de Mandé, où il y a des vestiges d'une synagogue gothique, donc il y aurait de quoi faire tout un projet touristique. Oui, tout à fait. Il y a l'emplacement du quartier juif perpignanais, présumé Mikvé. Vous avez donc à Carcassonne l'emplacement du quartier juif qui est connu. À Mende, les restes de la synagogue visible, une rue des Juifs à Lodève, l'emplacement de la synagogue à Clermont-Lérault, Narbonne et Béziers, l'emplacement des quartiers juifs, mais c'est tout. Montpellier, là on est richement doté avec le Mikvé, le Marzor, Lunel avec le totem. Nîmes, on a une synagogue du 19e qui est de toute beauté. Comme nous le précise Emmanuel Attias, il y a évidemment Vauvert, avec la rue des Juifs, où se trouvait l'Académie du rabbin Abraham, fils de David. Récemment a été mise à jour, a été inaugurée une pierre tombale, une stèle. Un four du 18e, nous précise encore M. Attias, effectivement à Nîmes. Oui, il y aurait de quoi faire. Il y aurait de quoi faire. Mais évidemment, il est plus ardu de trouver des vestiges médiévaux dans le Midi, où il y a une césure entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, qu'en Alsace-Lorraine, qu'en Allemagne, où il y a une présence continue. Donc mais c'est ça la grande différence. Enfin, une présence continue, sauf 39-45, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Oh, mais grosso modo. Mais après, en Provence aussi, vous avez des vestiges, des rues dans le Comte-Avenessin, dans le Luberon, ici ou là, une rue des Juifs, une pierre tombale. À Saint-Paul-Trois-Châteaux, un peu plus haut, dans la vallée du Rhône, vous avez aussi une pierre tombale, la représentation de l'entrée d'une synagogue. Bon, il y a pas mal, il y aurait de quoi faire, effectivement, d'un point de vue touristique. Bon, Roger, vous avez entendu? Prochain projet? Oui, alors Gabriel, c'est très amusant ce que vous disiez, parce que pour tout vous dire, c'est une réflexion et une discussion que j'ai déjà eue avec Michael. Et prochainement, on doit rencontrer les responsables de l'Office de tourisme à Montpellier. Ah bah voilà. Parce que ça fait un moment que je tarabuste Michael avec cette idée. Donc, voilà, effectivement, comme ici, il y a, comme en Alsace d'ailleurs, une route des vins qui est très célèbre. Et partant de ce constat, là aussi, je me disais, il y a tout à fait matière d'imaginer une route du judaïsme en Occitanie. Et donc, c'est une proposition, une suggestion que l'on va faire ici aux responsables en charge du tourisme. Très prochainement, on devrait les rencontrer. Donc, on pourra faire une émission bientôt pour vous dire ce qu'il en est, quoi. Avec plaisir. Écoutez, avec plaisir. Je pense qu'on garde peut-être quelques minutes pour des questions. Bien sûr. Voilà. Alors, manifestez-vous, ceux qui veulent parler. Voilà. Vous avez la main. Doris? Oui, alors, merci beaucoup pour cet exposé très, très intéressant. Moi, je voulais demander… Donc, Pardon? Oui, l'expulsion donc des Juifs, on a bien compris, en 1394. Quand est-ce qu'ils sont revenus dans toute cette région? Quand est-ce que les Juifs reviennent? Oui, alors ils reviennent après la Révolution française. Le courant du 19e, c'est un siècle d'intégration des Juifs en France. Et même s'il y a des autorisations au moment des foires au 18e à Montpellier, ils reviennent des régions voisines, du Comte-Avenessin. On a aussi des Juifs de Bordeaux, des Juifs d'Alsace qui sont là.
des Juifs de terre ashkénaze. Donc c'est la deuxième histoire des Juifs de France et du Languedoc qui va se clôturer cette fois-ci plus par l'expulsion, mais par la Shoah. C'est une histoire qui est plus ashkénaze et qui est plus politique. On a effectivement beaucoup d'étudiants juifs venus d'Europe de l'Est qui sont très politisés, soit bundistes, soit sionistes. Au premier congrès sioniste de l'ère moderne à Bâle, il y avait 4 délégués français. Sur 12 délégués français, il y avait 4 montpelliérains. Donc Montpellier a aussi une riche histoire sioniste. Donc pour répondre à votre question, il y a un retour des Juifs à la Révolution. Ils sont émancipés et dans la foulée, ils reviennent. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Merci. Voilà. Désolée, une question pour Gabriel. J'ai loupé tout le truc. Est-ce que ça a été enregistré pour que je puisse l'avoir pour réécouter ou bien non? C'était enregistré. Voilà. Yoav, vous pourriez me l'envoyer? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup parce que j'ai complètement loupé tout le truc. Pas de problème. Okay. Merci beaucoup, très gentil. Emmanuel, oui. Emmanuel? Oui, alors, bonjour. Je suis très, très content de pouvoir enfin m'adresser à Michael de vive voix parce qu'on a eu l'occasion plusieurs fois d'échanger, mais par le biais d'Internet. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion à l'avenir même de monter un projet ensemble, puisque j'ai fait un petit peu le même travail que lui, mais du côté de la Provence orientale. Donc moi, je suis localisé à Marseille et j'essaye de renouveler un petit peu les travaux de manière modeste. Hein. Je n'ai pas le niveau de Daniel Yankou, la maman de Michael, mais j'essaye effectivement de revenir sur ces travaux et ainsi que ceux de Jules Farber, qui m'ont servi un peu de guide depuis 4-5 ans que j'ai commencé ce travail pour essayer de voir ce qui pourrait être retrouvé en plus de ce qui a déjà été mis au jour dans la région. Parce que pendant très longtemps, il y a eu des blocages. On sait que dans le sud de la France, ça n'est pas toujours facile avec les politiques de négocier pour avoir accès à des biens privés ou même à des biens publics. Il y a eu beaucoup de destruction et beaucoup de choses sont encore fermées à l'heure actuelle aux visites. Alors, je pense notamment à Saint-Paul-Trois-Châteaux. J'ai eu la responsable des fouilles archéologiques au téléphone il y a quelques mois et elle me disait que ce n'était pas à l'ordre du jour pour l'instant de donner accès même à des chercheurs occasionnels parce que c'est trop complexe. Bon, c'est un peu aussi une chasse gardée, je pense, de ce point de vue-là. Et alors, il y a un ouvrage qu'il faudrait faire en sorte de rééditer parce que malheureusement, ça, c'est un des derniers exemplaires que j'ai pu obtenir, mais qui n'est plus édité, qui avait été proposé par donc le conseil départemental du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, qui est très bien fait justement avec les différentes pièces qui sont disponibles au public dans la région. Sur Avignon, il y a une toute petite plaquette, et c'est un feuillet photocopié, idem pour la synagogue d'Avignon. Et la synagogue de Carpentras avait édité ce document qui lui aussi devient plus difficile d'accès. Et du côté de la région, eh ben, on a quand même les 4 Arba Keilot, c'est-à-dire Cavaillon, Carpentras, Île-sur-la-Sorgue et Avignon, et qui viennent en complément de tout ce qu'a proposé Michael, ainsi que Tretz, qui possède encore un très beau centre juif médiéval, où justement il y a un jeune historien qui est en train de renouveler les connaissances, puisqu'il s'oppose à ce qui a été mis au jour jusqu'à présent, en déplaçant de quelques vingtaines, trentaines de mètres l'ancienne juiverie par rapport à ce qui avait été établi jusqu'alors. Voilà. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. On peut voir que l'histoire des Juifs du Sud, en tous les cas, suscite des vocations et c'est formidable. Et vous avez de la chance en Occitanie, mais je crois que c'est un peu général. En général, l'histoire intéresse encore beaucoup de gens et c'est très bien. Je voudrais juste encore vous demander, parce qu'on n'a pas parlé des gens, de personnalités qui sont originaires de cette région, de la région Occitanie, enfin de personnalités comme Adolphe Crémieux, par exemple, qui venait de Nîmes. C'est-à-dire dans votre route du patrimoine que vous allez faire plus tard, du patrimoine juif, vous pourrez intégrer également les biographies de certaines personnalités qui ont participé à l'histoire de France, comme Bernard Lazare également. Oui, Bernard Lazare ou Adolphe Isaac Crémieux pour la ville de Nîmes. Bernard Lazare de son vrai nom, Lazare Bernard, s'est engagé dans l'affaire Dreyfus.
Adolphe Isaac Crémieux, qui s'est battu pour les Juifs d'Algérie et pour l'émancipation des Juifs de Roumanie, qui était ministre de la Justice. Il y avait à Montpellier des personnalités de moindre importance au niveau national, comme Jeanne Lisbonne ou Israël Bédaride. Il y avait à Montpellier, pendant la Seconde Guerre mondiale, Marc Bloch, le grand historien médiéviste, qui a été assassiné à Lyon à la fin de la guerre pour acte de résistance. Quel est son rapport avec Montpellier à Marc Bloch? Il a dû fuir les lois vichistes, l'Alsace, et il a enseigné à Montpellier. D'accord. Il a effectivement fait, comment dirais-je, il a dû faire, il a eu l'épreuve de rencontrer un antisémitisme terrible qui l'a beaucoup plus marqué que celui des nazis, puisqu'il venait de ses compatriotes. Il parlait ainsi de l'antisémitisme, un poison subtil, contagieux, subtil et polyfiltrant. Il a enseigné à Strasbourg, bien sûr. Bien sûr. Dans quel livre il raconte cet antisémitisme dont il a été victime? Il faudrait que je retrouve les... C'est dans La Grande Défaite, vous ne savez pas? Il faudrait que je retrouve les références. Mais effectivement, il a été à Montpellier à un moment enseignant. Il a dû faire face à l'antisémitisme du doyen maréchaliste Augustin Flisch. C'est une histoire là aussi qui est méconnue. Il y a eu des actes de résistance du prix Nobel de physique Georges Charpak, qui était ici un jeune résistant au nom de Georges Charpentier. Voilà, et d'autres encore à découvrir. Merci beaucoup, Michaël Yankou. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Sinon, nous allons... Gabriel, je veux bien dire 2 mots avant de conclure. Bien sûr. Je vais laisser la place s'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Mais voilà, avant de se séparer, je voudrais vous dire, passer 2 messages. On vous écoute, Roger. Alors, premier message, c'est faites en sorte que cette information, ce hors-série, soit le plus diffusé le plus largement possible dans vos cercles. Donc, effectivement, sur le chat, j'ai mis l'adresse pour pouvoir le commander. Je vous dis ça, pourquoi? Bon, il est proposé à un prix très modique, vu le contenu, 6 €, mais il a été tiré à 10 000 exemplaires, donc par Midi Libre et La Dépêche. Et je vous dirais que mon rêve secret, ce serait qu'on soit conduit à le rééditer eu égard à la demande. Voilà. C'est bien parti. Et donc je compte sur le soutien de la communauté de Strasbourg qui est très active et qui a beaucoup de réseaux pour y contribuer. Et puis, le deuxième message, c'est un clin d'œil parce que j'ai vu que vous avez bien organisé les choses, il y avait un super visuel et j'ai été très sensible à vos attentions et en particulier, j'ai vu que vous m'aviez, pour faire plus Ashkenaz, gratifié d'un 2e N à mon nom. Et j'ai trouvé ça une attention vraiment extraordinaire. Donc voilà, merci du fond du cœur. Dites-nous en plus, Roger, vous êtes né où? Je suis né à Oran, en Algérie, vous voyez. Mais j'ai été très sensible à cette attention et j'ai été très heureux quelques moments de pouvoir atteindre ce rêve d'être un petit peu ashkénaze, vous voyez. Voilà. Oh mais attendez, vous êtes très bien comme vous êtes. Hein. Mais je me permets de poser la question également à Michaël Yankou, puisque vous avez été maître de conférence en Roumanie et vous avez un nom roumain. Donc, est-ce que vous êtes roumain? Point d'interrogation. Moi, je suis français, mais mon père est ashkénaze, d'origine roumaine. Il a vécu longtemps en Israël et ma mère est séfarade. D'Algérie. Séfarade d'Algérie. Voilà. D'accord. Mais c'est la richesse du judaïsme français et en l'occurrence présent en occitan. Voilà. Merci beaucoup. Mais écoutez, vraiment merci à tous pour d'avoir été présents avec nous et surtout merci à Michaël Yankou et Roger Torjman pour nous avoir contactés, pour avoir voulu faire connaître votre revue Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue qui est passionnante, qui se lit comme un magazine, mais enfin c'est quand même extrêmement documenté et donc c'est pas
c'est quelque chose qu'on lit avec attention, voilà, qui nécessite de l'attention, mais qui est vraiment très intéressante. Et en tous les cas, merci, comme je l'ai écrit. Il y a aussi un Tunisien. Merci, je pense que le judaïsme, dans toute sa diversité, doit être est représenté là dans cet écran. Voilà, en tous les cas, merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé à l'émission Zoom Culture et Patrimoine, organisée par Yoav et le consistoire israélite du Bas-Rhin. Voilà. Merci encore de votre invitation, vraiment, merci beaucoup. Merci Roger, merci Michael et Gabriel, bien sûr. Merci à vous tous. Et voilà, à très très bientôt. Oui, à bientôt encore. Pour d'autres projets. Merci Yoav de m'envoyer le truc. Merci beaucoup. Merci d'avance.